Et on en vient maintenant sur Europe 1 au face-à-face, le débat d'Europe Soir, Isabelle Millet. Face-à-face, Ambline, ce soir entre Sylvain Courage de l'Obs et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors la Commission européenne vient d'envoyer un signal d'alarme sur le déficit français. Pierre Moscovici, le commissaire aux affaires économiques, demande aux candidats à la présidentielle de respecter les règles budgétaires européennes. Pour l'instant, on a le sentiment que ça n'a pas vraiment d'impact sur cette campagne présidentielle française. Est-ce que c'est un problème, Nicolas Bétou ? Oui, c'est un problème. On peut dire même clairement que la plupart des candidats s'en fichent. Ça ne les préoccupe pas outre mesure. C'est un problème, c'est plusieurs problèmes à la fois. D'abord, c'est un problème sur l'image que l'Europe peut avoir au travers de ses hommes politiques dans l'opinion publique. C'est sûr que le fait de dire on a signé un certain nombre de traités et après tout ça n'a aucune importance, on peut ne pas les respecter, c'est pas une façon très très intelligente de pousser l'idée européenne. C'est un gros problème pour la crédibilité de la France. L'Allemagne dit et fait dire partout qu'elle est inquiète de la manière dont les choses se passent en France, inquiète de voir que la France n'est pas capable, là aussi, de respecter sa parole et tire vers le bas ce qu'on appelle la zone euro, c'est-à-dire la zone de tous les pays qui, eux, ont respecté ces règles. Alors, après, quand on regarde un peu le détail, on s'aperçoit que selon les différents candidats, la manière de négliger ou pas cette obligation de repasser en dessous des 3%, cette manière diffère selon les individus. François Fillon, lui, dit on ne va pas respecter au début parce qu'on va baisser, par exemple, les charges et les impôts sur les entreprises pour faire repartir l'activité et ensuite repasser en dessous des 3%. Donc son objectif est de repasser à la fin d'un éventuel quinquennat sous les 3%. Emmanuel Macron, lui, est moins précis, au fond il n'a pas de programme donc c'est pas étonnant qu'il soit moins précis. Il dit on va respecter les 3%, ce qui ne règle pas le problème de l'endettement de la France parce que année après année le fait d'avoir un déficit aggrave la dette, fait qu'on accumule de la dette. Le plus préoccupant, en dehors de Marine Le Pen, qui au fond se moque totalement du jeu européen, le plus préoccupant c'est Benoît Hamon. Lui dit, et c'est une tendance qui est assez largement partagée à gauche en particulier, on va sortir les dépenses militaires de notre calcul et puis comme ça, on respectera plus facilement cette obligation de réduire nos dépenses publiques et d'être dans les 3%. C'est un peu comme si vous alliez voir votre banquier. Votre banquier vous dit vous dépensez trop, vous êtes trop endetté, et vous lui dites écoutez, moi j'ai besoin de me loger. Donc, je vais sortir les dépenses liées à mon logement de l'ensemble de mes dépenses et de mon endettement. Ça changera mon taux d'endettement. Ça change le taux d'endettement, mais ça ne change pas le fait que vous dépensez cet argent. On peut sortir les dépenses militaires de l'ensemble des dépenses publiques de l'État telles qu'elles sont référencées à Bruxelles. Il n'empêche qu'on continuera à dépenser cet argent et donc ça ne règle pas le problème. C'est une façon d'évacuer et là aussi, c'est une façon de dire aux Européens et au travers des Européens aux Français, au fond, ce que vous dites et ce qu'on a signé, on s'en moque. Nicolas Bétou, Sylvain Courage vous répond. Est-ce que pour vous, c'est un gros problème ? Oui, pour l'instant, personne n'a repris la balle que Pierre Moscovici a lancée. Alors, je pense qu'elle est lancée en direction de la gauche, moi, parce que Pierre Moscovici a fait beaucoup de commentaires sur la primaire, et on sent bien qu'il essaye d'inviter Emmanuel Macron, qui est en train de chiffrer son projet, à lui rentrer dans cette orthodoxie et ces critères budgétaires auxquels aucun candidat, s'il est élu, n'échappera. C'est-à-dire que les candidats font semblant de regarder ailleurs, mais du jour où ils entreront à l'Élysée, si l'un d'entre eux va y entrer, ils seront bien obligés de faire face à ces obligations. La France s'est engagée. Et donc, je pense que Macron va sûrement tirer parti de cette invite de Moscovici pour lui faire son chiffrage et expliquer qu'il va respecter les critères. C'est mon pronostic. Et donc, c'est une manière pour Moscovici d'insister sur effectivement la réponse un peu dilatoire de Hamon qui modifie les règles de calcul pour essayer de passer les critères de Maastricht. Prétend modifier. Oui, prétend, parce que il ne fera pas ça tout seul. Ne sera pas forcément accepté. Alors, il y a un autre étonnement, c'est que François Fillon, qui était le plus vertueux, le plus économe, celui qui voulait mettre l'État français au régime sec, il, pour l'instant, trop préoccupé toujours par ses affaires, et n'a pas du tout réagi. Or, on attendrait de lui que là, il réponde. Donc, c'est vrai que c'est un moment intéressant, parce que je pense que les différents candidats vont quand même devoir se positionner par rapport à cette obligation. On sait que François Hollande avait clairement accepté la règle et il a essayé de la respecter, puisque finalement on aboutit quand même à un déficit qui est légèrement inférieur à 3% à la fin de son mandat.
Nicolas Bétou. Oui, qui est censé être légèrement inférieur. On ne compte pas, Pierre Moscovici lui-même le dit, on ne compte pas toute une série de dépenses obligatoires de l'État en 2017. Donc, en réalité, il ne sera pas dans les clous et il ne sera sûrement pas à son engagement qui était d'être à 0 à la fin de son quinquennat. Dans son chiffrage initial. C'était ça sa promesse. Donc ça, il ne l'a pas respecté non plus. Donc ce qu'il faut dire, et là où il faut bien insister, c'est que tous ceux qui pensent qu'on peut tordre le bras de l'Allemagne, et seulement de l'Allemagne d'ailleurs, en négligeant le fait que beaucoup de pays pensent comme l'Allemagne, et la Commission européenne et l'Europe en général pensent comme l'Allemagne, tout cela se trompe. Quand vous entendez un candidat à la présidentielle dire « on ira voir Angela Merkel et on lui dira qu'on renégocie le traité et on lui dira que ça ne se passera pas comme ça et on lui dira qu'on sort les dépenses militaires du budget », vous pouvez vous dire, soit il vous ment, soit il ne croit pas ce qu'il dit. Mais celui qui disait cela le plus fort, c'était Arnaud Montebourg, et il n'a pas été désigné. Mais Benoît Hamon le dit pour les dépenses militaires. Il dit on ira voir Angela Merkel et on sortira les dépenses militaires. C'est une vue de l'esprit ou au mieux un enfumage. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux, Sylvain Courage de l'Obs et Nicolas Bétou de l'Opinion. Merci pour ce face-à-face très riche. François Clémenceau du JDD, on se tourne maintenant vers vous. On a appris aujourd'hui, François, la mort du demi-frère du leader nord-coréen Kim Jong-un. Une mort qui illustre à quel point ce régime opaque et mafieux représente une source de danger pour la paix en Asie. Mais le plus inquiétant, François, c'est qu'aucune grande puissance au monde ne semble avoir de réponse pour faire diminuer cette menace. Oui, il est encore un peu tôt pour savoir si Kim Jong-nam a été réellement assassiné aujourd'hui en Malaisie à l'aéroport de Kuala Lumpur et par qui, bien que certaines sources fassent état d'un commando de 2 empoisonneuses nord-coréennes. Mais ce qui est sûr, c'est que le demi-frère du dictateur de Pyongyang est le dernier en date d'une série de proches ou de fidèles du régime à disparaître. Il y a 4 ans déjà, Kim Jong-un avait fait éliminer son oncle, qui était son plus proche conseiller et dont il se méfiait. Et il y a quelques mois encore, un autre proche du président est mort dans un accident de voiture, ce qui est un peu bizarre dans un pays dans lequel il n'y a pas de circulation car les habitants n'ont pas le droit de posséder d'automobile. En fait, ce tyran vit dans une telle paranoïa qu'il est incapable de supporter la moindre concurrence et encore moins l'idée d'une succession possible. Or, Kim Jong-nam, son demi-frère aîné qui a 45 ans, avait déjà refusé de succéder à son père. Il avait même choisi de partir à l'étranger. On avait pu le voir à Macao, aux États-Unis ou en Europe. Il était très critique de son pays et de son demi-frère en estimant qu'il n'avait pas les épaules pour assumer le poids de la charge. Bref, il ne représentait pas de menace directe, mais en tout cas aujourd'hui, il ne pourra plus prétendre à quoi que ce soit ou même révéler un quelconque secret sur les coulisses de ce régime. Alors, ce qu'il faut dire aussi, François, c'est que ce décès survient 48 heures après un nouveau tir de missile qui vient d'être condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, et l'impression qui prédomine, c'est que le régime nord-coréen se moque totalement de ce genre de condamnation internationale. Non seulement elle ne le décourage pas de continuer à augmenter son budget de prolifération nucléaire et ses essais balistiques, mais la Corée du Nord, comme du temps de Kim Jong-il ou Kim Il-sung, ne développe plus ce programme pour pouvoir échanger son arrêt contre des biens énergétiques ou alimentaires, une forme de raquette qui a plutôt bien fonctionné à l'époque, mais pour se doter aujourd'hui d'une assurance vie, une garantie en fait que le pays ne sera jamais attaqué. Mais alors, que peuvent faire les grandes puissances pour contrer Kim Jong-un ? Eh bien malheureusement, pas grand-chose. Les sanctions pleuvent à chaque fois un peu plus sur ce régime, à chaque nouveau tir de missile notamment, et ne peuvent être augmentées maintenant sous peine de frapper la population civile qui vit déjà dans un état de quasi-famine. Les États-Unis veulent protéger la Corée du Sud et le Japon de cette menace permanente, mais sans se fâcher avec la Chine, qui ne supporterait pas une nouvelle guerre à ses portes, ou en tout cas un immense désordre. Bref, la Corée du Nord de Kim Jong-un est une bombe à retardement avec laquelle il faut vivre, en sachant qu'il faudra sans doute la neutraliser un jour. Eh bien, merci beaucoup François Clémenceau du Journal du Dimanche. Merci à nos 3 éditorialistes, Sylvain Courage de l'Obs et Nicolas Bétou de l'Opinion. Dans un instant sur Europe 1, les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup.